Toujours dans nos studios, même heure au ministère de la Santé et de l'Action sociale, la Covid-19 poursuit sa progression dans le pays. 69 infections supplémentaires recensées ce mardi, dont 23 communautaires. Le bilan passe à 7547 cas diagnostiqués positifs. Le pays déplore un nouveau décès, 137 morts au total. L'évolution de la pandémie inquiète, une préoccupation qui en cache une autre, une baisse drastique des consultations d'urgence est notée au Centre national hospitalier d'enfants Albert Royer de 300 malades reçus par jour. Les chiffres passent à 30 consultations. Le pédiatre urgentiste Dr Alioune Tchomban regrette et sensibilise sa réaction dans le reportage de Josette Kali à suivre dans cette édition. L'actualité, c'est aussi l'affaire Cicelo avec des injures et son exclusion qui font les gros titres, mais un fond acté par des accusations graves est à relever. La mauvaise gouvernance des affaires publiques mise à nu. Abdou Malik Bousso du Forum civil demande au procureur de s'autosaisir. Il sera l'invité de la rédaction. Et puis retenez que le cadre unitaire des syndicats de la santé menace d'aller en grève les 4 et 5 août. Les syndicalistes réclament la régularisation des médecins. L'actualité internationale et la revue de presse vont compléter ce journal mis en onde aujourd'hui par Aline Badra Sossé. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer de l'actualité que nous débutons avec le point Covid-19. 69 nouveaux cas de coronavirus recensés au Sénégal, dont 23 issus de la transmission communautaire identifiée entre Touba, Dakar, Bignona, Diourbel, Kaolack, Khombol et Thiès. Le bilan passe à 7547 contaminations, 137 morts enregistrés au total dans le pays. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a annoncé ce mardi un décès supplémentaire. Retenez que 9 patients sont sortis de réanimation selon le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, qui a fait le point ce matin. Nous l'écoutons. Sur 693 tests réalisés, 69 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 9,96%. Les cas positifs sont répartis comme suit: 43 cas contacts suivis par nos services, 3 cas importés enregistrés à l'aéroport international Blaise Diagne et 23 cas issus de la transmission communautaire et répartis ainsi: Touba Ana 3, HLM 5 2, Pikine 2, Bignona 1, Cité Gadaye 1, Cité Keur Damel 1, Dalifort 1, Diourbel 1, Fass Delorme 1, Grand Yoff 1, Kaolack 1, Khombol 1, Liberté 6 1, Ouakam 1, Parcelles Assainies 1, Patte d'Oie 1, Plateau 1, Sangalkam 1 et Thiès 1. 114 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et donc déclarés guéris. 34 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un nouveau décès lié à la Covid-19 a été enregistré dans nos structures ce lundi 6 juillet 2020. L'état de santé des autres patients est stable. À ce jour, 7547 cas ont été déclarés positifs, dont 5023 guéris, 137 décédés et donc 2386 sous traitement. Parmi les 44 cas graves hospitalisés hier et qui étaient admis en réanimation, on a déploré le décès dont j'ai parlé tantôt, mais 9 sont sortis de la réanimation et ont rejoint les autres salles d'hospitalisation. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect des mesures de prévention individuelle et collective. À l'instant, Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Plus de 700 cas enregistrés en l'espace d'une semaine. La Covid-19 a également fait 25 victimes dans cette même période du 30 juin au 7 juillet, soit environ 3 décès et 100 contaminations par jour.
La progression de la maladie inquiète. Les autorités insistent sur le respect des gestes barrières, le port de masque, la distanciation physique entre autres, et une préoccupation qui en cache une autre, baisse des consultations de 300 patients. Le service d'accueil des urgences du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer ne reçoit plus que 20 à 30 enfants par jour. Malgré la multiplication des appels des autorités sanitaires, les malades ne répondent toujours pas. Toutefois, au SAU, des stratégies sont posées pour faciliter et encourager les patients à venir se faire consulter. C'est un reportage signé Josette Kali. La tendance est toujours baissière. Les patients se font rares dans les structures hospitalières malgré les appels lancés par les autorités sanitaires ces dernières semaines. Au service d'accueil des urgences du Centre hospitalier national d'enfants Albert Royer, les consultations se font au compte-gouttes. Dr Aliou Thiongan, pédiatre urgentiste, par ailleurs responsable du SAU. On a constaté qu'il y a eu une baisse drastique des consultations aux urgences. Par exemple, en temps normal, au SAU de l'hôpital Albert Royer, on voyait entre 250 et 300 malades par jour en consultation. Ce chiffre est passé par exemple de 20 à 30 consultations par jour, soit environ le 10e des consultations habituelles. Donc l'appel qui a été donc lancé, en tout cas cette communication qui a été effectuée dans ce sens par les autorités est venue au bon moment. Ça a permis d'avoir un léger mieux parce que effectivement depuis 1 à 2 semaines, on a constaté que les patients ont commencé à venir progressivement. Une peur qui a occasionné une forte demande des consultations en ligne qui ne sont pas toujours recommandées selon Dr Thiongan. Ce genre de consultation donc a augmenté puisque les patients ne venaient plus donc à l'hôpital pour une raison ou une autre. Donc du coup, ils ont opté pour la consultation à distance, donc soit par appel téléphonique, par messagerie ou bien par des audios via WhatsApp. On a constaté effectivement que ce genre de consultation a augmenté. Mais nous, en tout cas, chaque fois que l'occasion se présente, on leur dit que effectivement, c'est vrai que ça, c'est juste pour donner quelques conseils. Mais la consultation, quand même, le patient, les parents doivent se déplacer, le médecin, il doit interroger. Et face à cette situation, des stratégies sont mises en place pour que les patients reviennent dans les hôpitaux. Il y a eu beaucoup donc d'éléments qui ont été mis en place dans le sens donc d'encourager la population à venir en consultation puisque les activités n'ont jamais arrêté. Donc du coup, on a mis en place également un dispositif donc qu'on appelle comité ad hoc qui s'est donc occupé de ce problème de Covid-19 au niveau d'Albert Royer. Et on a fait des communications via les médias qui vont dans le sens donc d'appeler les populations à venir en consultation. Donc ceux qui ont besoin de consultation. Depuis les premiers cas de Covid-19 au Sénégal, plusieurs malades ne se rendent plus dans les hôpitaux pour les consultations et autres visites, même si les autorités émettent des appels. Ces appels tardent à se faire entendre par les populations. Josette Kali, c'est aussi une inquiétude de rupture du phénobarbital ou du cardinal. Le président de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie alerte, la vie des épileptiques est en danger. Moustapha Ndiaye, le professeur Moustapha Ndiaye, joint par Rapsel Manouane. En fait, il a été noté depuis quelques semaines, 3 à 4 mois, qu'il y a une rupture du phénobarbital qui est plus connu sous le nom de cardinal, aussi bien dans les pharmacies privées que publiques. Ce n'est pas une situation nouvelle. Depuis 5 ans, il y a une récurrence de ces ruptures. La nouveauté, c'est que actuellement, la pénurie tend à perdurer. On n'a jamais dans le passé atteint un niveau de rupture aussi long et à une dimension aussi large. Parce qu'actuellement, il n'y a plus de phénobarbital, il n'y a plus de cardinal dans les pharmacies publiques et privées et dans aucune localité de ce pays. La conséquence, c'est qu'il y a des milliers d'épileptiques, en majorité des enfants, qui sont privés d'un médicament essentiel à l'équilibre de l'épilepsie, avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Il y a une reprise des crises, une répétition des crises qui peut mener à des situations dramatiques de décès brutal ou bien à des conséquences sur le plan comportemental, sur le plan cognitif et même sur le plan moteur. C'est des enfants, c'est des personnes qui, du fait de la répétition de ces crises, peuvent se retrouver paralysés avec des troubles du comportement, peuvent se retrouver avec une déficience intellectuelle. Nous pensons qu'il est de la responsabilité politique et morale des autorités de la santé, de l'État d'une manière générale,
de faire en sorte pour que les médicaments essentiels à la santé des Sénégalais soient disponibles. Peu importe pour les familles et les malades les raisons qui expliquent cette rupture. Peu importe également pour nous les professionnels de la santé les explications qu'on pourrait donner. Ce qui nous importe, c'est que le médicament soit disponible. C'est que les médicaments essentiels soient disponibles. Et ce médicament fait partie des médicaments essentiels en neurologie, essentiels même pour l'Organisation mondiale de la santé. Et c'est un médicament qui était disponible jusque dans la plus petite case de santé. Aujourd'hui, on s'inquiète parce que il y a parallèlement à cette rupture des rumeurs de fermeture de l'usine qui les fabriquait au Sénégal. Cela accroît notre inquiétude. Et on se pose des questions jusqu'à quand la pénurie va durer et quelles sont les conséquences pour la santé de nos patients. À l'instant, professeur Moustapha Ndiaye qui revenait donc, il est le président de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie. Il revenait sur la rupture du phénobarbital ou du cardinal. Le président de la Ligue sénégalaise contre l'épilepsie alerte sur le danger que constitue cette rupture. Le médicament est essentiel en neurologie. Il lance un appel à l'endroit des autorités car la vie des épileptiques est en danger. Le professeur Moustapha Ndiaye était avec Raps Ilmanouane. La réaction de la PNA que vous aurez également dans nos prochaines éditions. Parlons du cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale qui annonce une grève générale les 4 et 5 août de cette année 2020. Ces syndicalistes ont aussi décidé de ne plus effectuer des prélèvements de la Covid-19 et vont procéder à la rétention d'informations à partir du 31 août. Ils réclament la régularisation des médecins avant de procéder au recrutement. Le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale a rencontré Aïssatou Gueye-Ba, la presse ce matin. Bonjour Babacar. Voilà le cadre unitaire des syndicats de la santé pour la justice sociale. L'a rencontré la presse ce matin, c'est pour donc annoncer leur mouvement d'humeur les 4 et 5 août de cette année 2020. Alors effectivement, Babacar, le CNTS a décidé de partir en grève les 4 et 5 août prochains. Ce qu'il revendique, c'est plutôt la régularisation des médecins qui sont là depuis 1 an avant de procéder à d'autres recrutements. Il déplore également les indemnités de logement qui ne sont toujours pas fournies à ces derniers. Alors depuis 2012 également, les salaires ne sont pas payés. Ces personnes ont demandé à ce qu'on leur facilite l'accès à la terre et bien sûr ils ont décidé de ne plus fournir de prélèvements. Ils ont demandé aux médecins biologistes de ne plus fournir de prélèvements à partir de demain matin, prélèvements dans le traitement de la Covid-19. Une marche est également prévue le 4 août, mais également ces médecins comptent faire une rétention d'informations le 31 août prochain pour bien entendu pouvoir accéder aux principales revendications qu'ils ont depuis là faites aux autorités du pays. Merci à vous Aïssatou Gueye-Ba sur FM Dakar, il est 12h14. Sud FM. Parlons tout à fait autre chose. Affaire Moustapha Cissé Lo. Au-delà des insultes, il y a un front acté par des accusations graves concernant la gouvernance des affaires publiques, des questions récurrentes. Aujourd'hui, les politiques publiques servent de prétexte à des enrichissements. Le procureur doit s'autosaisir. C'est en tout cas l'avis d'Abdou Malik Bousso du Forum Civil. Il est avec El Hadj Malick Ndiaye. Au-delà des insultes, effectivement, qui ne sont pas du tout acceptables en termes de communication publique ou de communication politique, il y a un fond qui est véritablement acté par des accusations suffisamment sérieuses concernant le mode de gouvernance des affaires publiques dans ce pays. Et ces questions sont récurrentes, que ce soit la gouvernance des infrastructures, que ce soit la gouvernance des ressources qui sont consacrées au développement rural et à l'agriculture. Depuis très longtemps, les gens se posent des questions. Est-ce que les politiques publiques sont réellement faites pour satisfaire les besoins du Sénégalais? Ou bien est-ce que ces politiques publiques sont effectivement faites et servent de prétexte à des enrichissements qui ne disent pas leur nom, à des aventures de gouvernance qui impactent réellement les ressources du pays, qui empêchent son décollage économique et social? Et le fait que ce soit au cœur du pouvoir
que des questions essentielles de gouvernance sont posées. Au-delà de la forme, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est le président de la République lui-même qui doit réorienter son action et penser que l'opérationnalisation des politiques publiques qu'il a initiées, parce qu'il en est le responsable, est très mal faite par des hommes qu'il a commis pour exécuter ces politiques publiques-là. Sinon, ça apparaîtrait dans l'opinion que comme quoi ces politiques publiques sont effectivement des prétextes pour qu'une caste ou un clan au pouvoir s'accapare des ressources publiques pour en faire qu'à sa guise. Et d'où l'impunité qu'on ressent et qu'on voit. Le procureur ne se saisit pas de ces questions, où on parle de milliards, on parle de ressources publiques. Personne ne bouge. Le primaire, ils sont complètement écœurés et choqués. Et ils ne se soucient même pas de l'image désastreuse qui renvoie à l'extérieur du pays. C'est extraordinaire. Les propos de Abdou Malik Bousso du Forum Civil retenaient qu'il sera l'invité de la rédaction. Parlons de la Tabaski. À quelques jours de la fête, le mouton coûte cher à Dakar. Dans les points de vente, les prix vont de 80 000 à 500 000 francs CFA, voire plus. Des moutons élevés dans les maisons, ce qui justifierait leur prix, alors que les moutons de pâturage dits Diogolan tardent encore à faire leur entrée. C'est un reportage signé Adji Fatou Bari. Des moutons qui trônent fièrement dans leur enclos, attirant le regard des nombreux passants. Sur le boulevard Djal Diop, la vente de moutons à l'approche de la Tabaski, encore appelée Opération Tabaski, a bien démarré. Seulement, il faut casquer fort pour espérer repartir avec un de ces gros et beaux béliers. Pour le moment, c'est pas du tout abordable, pour dire la vérité. Mais moi, mes prix, le départ de 80 000 à 525 000. Au fait, 175 l'a commencé, 250. Des prix salés qui peuvent donner des sueurs froides normales, indique Adama, puisqu'élever un bélier n'est pas de tout repos. xar yar daanaka moo gën a cher xar yi jëlee ci biti indi ko fii ndax boobu dañ koy yar après tabaski lañ koy jënd yar ko ba beneen tabaski bii ñëw boobu day cher day fekk lu ñuy jënd ci aliment pour xar bi lekk day cher. Serigne Mansour a lui aussi installé son troupeau sur le boulevard transformé en un gigantesque point de vente. Devant lui, ces bêtes qui se pavanent dans un enclos bien nettoyé. Avec un regard bienveillant, l'éleveur et vendeur explique le pourquoi de la cherté des moutons. La pandémie du coronavirus, il a beaucoup joué sur l'éventualité de la Tabaski. Dans ce même moment, dans l'année passée, le nombre de moutons était plus nombreux que qu'on en trouve dans les daral là. Nous sollicitons le gouvernement de faire ouvrir les frontières le plus rapidement possible. Serigne Mansour reste persuadé que la situation pourrait s'améliorer dans les jours à venir. Toutefois, il ne manque pas de donner des conseils à ceux qui seraient tentés d'attendre le dernier moment pour s'approvisionner. Même boo yoragul njëg gi la nga yor akas néew demal nga gis borom xar nga waxtaan ak moom même boo ko fay dugal sax lu mu tuuti mu dencal la ko fa. International. Au Mali, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta poursuit les consultations pour trouver une issue à la crise politique née de la contestation des dernières élections législatives. Il a déjà reçu dimanche l'opposition. Insatisfait après cette rencontre, les opposants ont durci le ton en redemandant sa démission. Lundi, la convergence des forces républicaines qui regroupent des associations et partis politiques républicains mais proches du pouvoir ont dénoncé la demande de l'opposition, des exigences jugées illégitimes, infondées et inappropriées. Le CFR, proche du président Ibeka, appelle au dialogue. La Russie va riposter aux sanctions, je cite, inamicales annoncées par Londres contre 49 personnes et organisations dont 25 Russes dans le cadre d'un nouveau mécanisme pour punir les violations des droits humains, a déclaré ce mardi le porte-parole du Kremlin qui va bien évidemment appliquer le principe de réciprocité. Les autorités iraniennes ont annoncé ce mardi un nouveau record de morts provoqués par le coronavirus avec 200 décès en une journée au cours des 24 dernières heures. Le pays a perdu 200 personnes, ce qui porte le nombre total de victimes à 11 931. Sud Midi, l'invité.
Il s'agit de Abdou Malik Bousso du Forum Civil qui revient sur l'affaire Moustapha Cissé Lo. Au-delà des insultes, il y a un fond acté par des accusations graves concernant la gouvernance des affaires publiques. Des questions récurrentes aujourd'hui, les politiques publiques servent de prétexte à des enrichissements. Le procureur doit s'autosaisir, nous dit Abdou Malik Bousso. Il est interrogé par El Hadj Malick Ndiaye. Nous sommes avec Abdou Malik Bousso. Bonjour. Bonjour, El Hadj Malick. Vous êtes membre du Forum Civil. Alors, nous allons parler de l'affaire Cissé Lo. Au-delà même des insultes, il a fait des révélations graves en accusant certains responsables de l'APR. Alors, quelle suite donner à ces accusations? Bonjour El Hadj Malick, merci d'avoir bien voulu poser cette question. Au-delà des insultes, effectivement, qui ne sont pas du tout acceptables en termes de communication publique ou de communication politique, il y a un fond qui est véritablement acté par des accusations suffisamment sérieuses concernant le mode de gouvernance des affaires publiques dans ce pays. Et ces questions sont récurrentes, que ce soit la gouvernance des infrastructures, que ce soit la gouvernance des ressources qui sont consacrées au développement rural et à l'agriculture. Depuis très longtemps, les gens se posent des questions. Est-ce que les politiques publiques sont réellement faites pour satisfaire les besoins du Sénégalais? Ou bien est-ce que ces politiques publiques sont effectivement faites et servent de prétexte à des enrichissements qui ne disent pas leur nom, à des aventures de gouvernance qui impactent réellement les ressources du pays, qui empêchent son décollage économique et social. Et le fait que ce soit au cœur du pouvoir que des questions essentielles de gouvernance sont posées, au-delà de la forme, il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est le président de la République lui-même qui doit réorienter son action et penser que l'opérationnalisation des politiques publiques qu'il a initiée, parce qu'il en est le responsable, est très mal faite par des hommes qu'il a commis pour exécuter ces politiques publiques-là. Sinon, ça apparaîtrait dans l'opinion que comme quoi ces politiques publiques sont effectivement des prétextes pour qu'une caste ou un clan au pouvoir s'accapare des ressources publiques pour en faire qu'à sa guise. Et d'où l'impunité qu'on ressent et qu'on voit. Le procureur ne se saisit pas de ces questions, où on parle de milliards, on parle de ressources publiques. Personne ne bouge. Les gens sont complètement écœurés et choqués. Et il ne se soucie même pas de l'image désastreuse qui renvoie à l'extérieur du pays. C'est extraordinaire. Quelle suite donner à ces accusations? La suite concerne 2 ou 3 acteurs essentiellement. Il faut, pour ce qui concerne les infrastructures, que le ministre des Finances et le ministre chargé des infrastructures répondent des accusations qui ont été portées à l'opinion. Qu'on fasse la genèse des montages financiers et des conventions de financement qui ont permis de charpenter à l'exécution de cette politique publique-là. Le ministre de l'Agriculture, on ne peut pas se satisfaire qu'on puisse donner des semences aux paysans, qu'il y ait des opérateurs qu'il a agréés, ça permet de faire du système wari, envoyer de l'argent au lieu d'envoyer des semences. Et à des prix dérisoires. Mais ça signifie quoi? Il se promène à travers le pays comme s'il s'agissait de conduire une politique agricole, alors que les socles même d'une campagne agricole ont été érodés. Et il est là impuissant, ahuri, il se promène quoi. Et le président de la République, est-ce ce sont ses choix qui posent problème, ou bien les hommes qu'il a choisis pour opérationnaliser ces choix qui posent problème? Le président de la République doit reprendre la main sur ces questions-là. Ensuite, maintenant sur le plan purement judiciaire, il ne faut pas s'arrêter uniquement à régler les problèmes liés à la qualité des audios qui ont été rendus publics. C'est vrai que le procureur doit se saisir des insultes et de modes même par lesquels on a rendu public ces audios-là, qui sont des conversations privées. Mais au-delà de cela, les problèmes de fond qui ont été posés dans ces audios-là et qui interpellent la gouvernance du pays, il doit s'autosaisir pour faire la lumière et édifier les Sénégalais. La société civile doit s'emparer de ce dossier-là pour en faire un plaidoyer pour la gouvernance. Il est temps que les gens sortent pour dire que non, ces politiques publiques-là, il faut qu'on les réinterroge. Il faut qu'on demande de l'éthique à nos gouvernants. Il faut qu'ils soient des gens de valeur, parce que cette République doit porter des valeurs. Ce pays doit s'adosser à des valeurs pour émerger. Si c'est pas ça, on ne sortira pas de l'ornière. Il est temps que les gens arrêtent. Mais il y a eu des personnes qui ont eu des avantages. C'est des avantages indus. Comment pouvez-vous comprendre qu'on nous parle de gros producteurs, qu'on nous parle de ressources énormes qui sont mises à la disposition du développement rural,
et qu'il y ait une caste de parasites qui s'emparent de cela. Vous interrogez les paysans, ils vous disent qu'on n'a pas besoin de semences parce qu'on ne voit pas les semences. Il n'y a pas de semences de qualité. La recherche agricole est agonisante. Alors que dans le passé, on avait un système de recherche qui a produit les Jacques Diouf, les Jacques Faye, qui a produit les Pape Abdoulaye Seck, qui était la crème de la recherche agricole dans ce pays, et dans l'Afrique et dans le monde. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a des semences qui n'arrivent même pas, qui pourrissent dans la terre. Il faut s'arrêter, évaluer le politique public. D'autant plus qu'un des axes majeurs du PSE, c'est l'agriculture. Il faut qu'on s'arrête et qu'on évalue ce qu'on est en train de faire. Abdou Malick Bousso, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes du Forum Civil. lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment, fenêtre, porte ak protection, inox, étanchéité ak fibrociment pour toiture. ñun waa réew mi xam nañ ne boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut moo tax établissement Mbaye et Frères jug ci sa teel moo tax ngeen taamu ko. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique, lame pleine, tube ondulé, fer forgé pour menuisier métallique yi, inox ngir seeni ouvrage balcon ak yeneen. Profil d'aluminium ak vitrage, faux plafond BA13 ak gamme verre. te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la. Pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba, téléphone 33 864 75 15 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ba nekk ca Parcelles Assainies jàkkaarloog croisement 22 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee.